Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Jérôme, merci de ta venue sur Voice of Industries. On est ravis de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de la digitalisation dans l'industrie de procédés. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer ton rôle au sein de la société Groupe SPC ? Tout d'abord, merci Mathieu de m'accueillir aujourd'hui. Mon activité chez SPC, je suis directeur des opérations, donc j'ai différents rôles, principalement en avant-vente, où je vais accompagner mes consultants ou nos commerciaux ou éventuellement nos partenaires pour qualifier nos sujets et proposer nos services à nos clients. Un sujet de pilotage de nos projets. Et après, j'ai un métier plus transverse qui consiste à être garant en fait de nos méthodologies auprès de nos clients. Pour aller un peu plus loin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les activités et le métier du groupe SPC ? Alors le groupe SPC, je dirais qu'on va se qualifier d'une société de services qui va accompagner ses clients dans la transformation digitale de leur processus industriel. Pour ça, on va avoir 3 métiers. Un métier de conseil où on accompagne effectivement à préparer, je dirais, les futurs projets de nos clients. On les accompagne très en amont sur je dirais, les schémas directeurs, si on peut appeler ça comme ça, de leur transformation, jusqu'à la mise en place de leur projet, l'accompagnement au pilotage. Et on a un autre métier qui est l'intégration, cette fois-ci, où on intègre des solutions avec qui nous sommes partenaires. Et enfin, on a un dernier métier qui est le métier de formation. On est acteur de formation, on est certifié sur ce sujet-là. Et ces 3 métiers, en fait, adressent 3 domaines d'activité. Un domaine qui est plutôt lié au monde du laboratoire et de la qualité, donc tout ce qui est laboratoire de service ou de production. Un métier qui est plutôt lié autour du monde industriel, à proprement parler, c'est-à-dire les process industriels, que ce soit la fabrication, les méthodes, la logistique, la maintenance, la qualité en production. Et un dernier métier qui est plutôt lié, cette fois-ci, au contrôle-commande, où on intervient très proche du terrain, que ce soit au niveau du capteur ou au niveau de l'automatisme. C'est clair. Et si j'ai bien noté, l'entreprise a maintenant un peu plus de 35 ans d'expérience dans l'automatisation et la digitalisation des procédés industriels. Quelles sont les tendances de fond que vous observez chez Groupe SPC sur le marché sur ces thématiques-là ? Alors le marché a évolué ces dernières années. Si on se projette il y a à peu près une dizaine d'années, on était plutôt focalisé sur des sujets assez précis. Le MES, c'est un sujet assez phare, le data historian, le LIMS pour le monde du labo. Aujourd'hui, les projets ont tendance à évoluer au niveau du périmètre fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'adresse plus simplement la production, mais on veut digitaliser en fait tous les processus industriels entre l'ERP et le contrôle commande. Et donc on commence à avoir des liens entre ces différents systèmes pour pouvoir justement, je dirais, véhiculer différentes informations et collecter de l'information sur ces différents processus. D'accord, c'est des approches plus transverses au final Non, on reste toujours avec des acteurs métiers, ouais. Sauf qu'avant on travaillait peut-être plus avec des acteurs de production, alors que maintenant on va adresser aussi la logistique par exemple. Par exemple, quand tu es sur une ligne de production, tu as besoin d'approvisionner en matières premières, tu as besoin d'amener un ensemble de choses, et tu veux lier ces informations. Comme par exemple aussi avec le monde du labo. Avant, on avait le monde du labo d'un côté, le monde de la production. Maintenant, on a un lien qui est très étroit, notamment sur les échantillons et les prises d'échantillons. Donc le fait d'avoir ces 2 domaines d'activité chez SPC nous permet vraiment d'adresser complètement le besoin des industriels aujourd'hui. Avec une approche globale. Si on revient à ces tendances de fond, quelles sont pour toi les opportunités que les industriels peuvent saisir du fait de ces évolutions ? Alors, je dirais qu'en premier lieu, ce que va apporter cette digitalisation, quelque part, c'est le temps réel. On a plus papier, on a une information en temps réel, on peut être plus réactif. Donc forcément, on va travailler sur la performance, sur des axes pour agir tout de suite sur nos leviers, plutôt qu'attendre le lendemain ou le surlendemain qu'on ait collecté l'ensemble des données et mis en forme les rapports. Là, on peut avoir tout directement avec des dashboards, mais on peut avoir surtout aussi une donnée qui est plus fiable, parce qu'on n'a plus ces saisies papier et cette approximation. Là, on a des temps qui sont beaucoup plus précis dans tout ce qui est collecte de données. Et
surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est supprimer tout ce qui est administratif. C'est-à-dire qu'avant, on avait un ERP qui nous descendait du papier, on avait des ordres de fabrication papier. Aujourd'hui, c'est digitalisé, il n'y a pas besoin de ressaisie, on a cette information en temps réel, les stocks sont à jour, on a plein d'informations qui sont mises à jour. Et on va pouvoir apporter surtout aussi une flexibilité et une agilité au niveau des process, c'est-à-dire qu'avant on pouvait peut-être se limiter par rapport à des tailles de lot parce que ça amenait de l'administratif dans le RP ou ce genre de choses, et aujourd'hui le fait d'avoir tous ces process digitalisés, on le fait comme on veut, la taille du lot n'a plus d'importance en fait, et on peut travailler plutôt sur l'organe de fabrication que sur les process administratifs qui étaient des fois embêtants ou provoquaient une charge supplémentaire. Si je comprends bien, ça permet quand même de rationaliser les choses au niveau de l'utilisation du temps des experts métiers dans l'organisation, qu'on va libérer quand même d'un certain nombre de tâches administratives qui avaient peu de valeur ajoutée. Ah, tout à fait, au niveau de l'exploitation de la donnée, avant il passait un temps fou avec des fameux fichiers Excel. Faut pas se tromper, un fichier Excel, avant c'était le MES des industriels. Aujourd'hui, on est sur des systèmes où la donnée elle est complètement collectée directement en base de données, et en fait, il exploite sa donnée. Il n'est plus là pour la saisir, il est là pour analyser et donc se focaliser sur son réel métier en fait. Par rapport à ça, ça fait plusieurs fois que tu parles de MES. Moi j'ai une impression quand j'entends les industriels que la mise en place d'un MES c'est souvent un projet quand même relativement lourd qui demande beaucoup d'investissement en temps pour pouvoir porter ses fruits. Est-ce qu'il y a eu des évolutions autour de ça? Quelles sont, je dirais, les nouvelles approches de digitalisation est-ce que ça change la donne globalement? Alors effectivement, si on parle du MES à proprement parler, on a vu ces dernières années une augmentation de la taille et du coût d'un projet MES. Ça s'explique quand même par une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant on se focalisait principalement sur la production, on appelait ça le MES, on est passé au MOM de plus en plus pour Manufacturing Operation Management, au lieu de Manufacturing Execution System, et le fait d'englober davantage de fonctionnalités, forcément on va amener un périmètre beaucoup plus important à traiter, un projet plus long. Donc c'est vrai que les projets durent de plus en plus longtemps, et face à ça, je dirais que certains clients peuvent commencer à s'inquiéter, à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment j'y vais. Donc nous on a une approche, je dirais, un peu plus pragmatique par rapport à ça. On aide nos clients à préparer leurs projets, mais surtout on essaye de travailler ça au travers de la valeur. C'est quoi leurs enjeux, à quoi ils veulent répondre, et quelle valeur on va tirer de ces fonctionnalités. Et après l'autre approche, c'est de faire une feuille de route en fait. Donc regarder quelles sont les solutions qui pourraient répondre, et ensuite peut-être phaser le projet en plusieurs étapes en se focalisant rapidement sur ce qu'on appelle le quick win ou les fonctions qui ont une forte valeur ajoutée. Donc ça c'est pour les projets où on gardait sur, je dirais, les solutions traditionnelles avec un périmètre fonctionnel assez important. Maintenant c'est vrai aussi qu'on voit de plus en plus apparaître de nouvelles solutions qui vont venir justement apporter ce mode un petit peu, je dirais, agile. On parle en informatique de plus en plus de ces approches agiles versus les approches en V. Certains logiciels commencent à s'adapter. On parle de logiciels low-code où on va plutôt apporter en fait quelque part des apps ou des pseudo-applications rapides, prêtes à l'utilisation, comme on pourrait l'avoir sur nos smartphones. Et du coup, ça nous permet aussi de revoir un peu notre vision, c'est-à-dire plutôt que travailler sur un cahier des charges complet de bout en bout avec nos clients, mais on va travailler aussi sur leurs besoins en itération, et on travaille directement sur la mise en œuvre de solutions en mode agile. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus vite à l'usage que ça ne pouvait être le cas. Tout à fait. On va réduire, en fait, avant on avait, je dirais, un grand cycle en V avec un cahier des charges, une recherche de solutions, un développement, des tests. Aujourd'hui, on va travailler ça plutôt en mode itératif sur des périmètres fonctionnels ou des cas d'usage, comme on appelle ça, pour venir mettre en place très rapidement ces cas d'usage en production pour que justement les industriels puissent retrouver tout de suite un gain sur leur investissement. Si on parle de ce sujet du paysage un peu des solutions industrielles, comment tu positionnes tout ça? Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses. Tu as parlé de supervision, tu as parlé d'historian, tu parles de MES, on parle aussi de plateforme de données industrielles. Comment tout ça évolue et comment tu vois les choses? Alors déjà, chaque solution a son périmètre d'expertise. La supervision, c'est pour piloter et superviser
plutôt le contrôle commande et le process industriel. L'historian va rajouter la possibilité de collecter de la donnée à grand volume, et le MES est là pour exécuter. D'accord ? Le data management, lui, va apporter d'autres fonctions complémentaires pour collecter de la donnée, analyser de la donnée et faire du dashboard, enfin vraiment aider nos industriels à exploiter cette donnée. Maintenant, forcément, en fonction des clients, des tailles de projet, des besoins des clients, les solutions, elles ont commencé à avoir des zones de couverture identiques pour proposer en tout cas les mêmes fonctionnalités. Et à partir de là, il faut aider nos clients à bien choisir la solution. Mais ça ne veut pas dire qu'une solution est meilleure que l'autre, ça veut dire qu'elles sont complémentaires et il faut regarder le paysage et l'urbanisation qu'on veut en faire par rapport aux objectifs. L'objectif, il est bien là, c'est trouver les enjeux, catégoriser ces enjeux avec nos clients, regarder ceux qui sont prioritaires et ensuite trouver les solutions qui vont répondre à ces enjeux. C'est peut-être une, c'est peut-être deux, c'est peut-être trois. Il faut regarder quelle est la meilleure solution ou le groupe de solutions qui répondra le mieux. Puis après, on mettra dans l'ordre. Mais voilà, si on prend par exemple le cas du TRS, c'est le cas qu'on va retrouver le plus généralement dans toutes les applications. Toutes les applications peuvent répondre à ce besoin. Mais si j'ai un besoin derrière pour analyser plus de la donnée, j'irai plus vers une solution de data management. Maintenant, si j'ai besoin de suivre des OF, faire de la guidance opérateur, j'irai plus vers un MES. Si c'est plus pour superviser ou avec un lien avec des superviseurs et ainsi de suite, sans avoir forcément des fonctions très poussées en gestion, j'irai vers un superviseur. Voilà, en fait, chaque besoin peut être couvert par une solution. Il faut juste choisir la bonne solution au regard de ce qu'on veut faire avec. La bonne solution pour le bon usage au bon endroit. Exactement. Si on creuse sur un sujet que tu as évoqué, qui est la collecte de données, c'est un sujet sur lequel les industriels font face régulièrement à des difficultés, que ce soit de l'instrumentation qui est manquante, des données qui ne sont pas disponibles facilement dans les systèmes d'information, voire des systèmes qui sont multiples, voire hétérogènes, et sans parler, je pense, d'un certain nombre de fournisseurs d'équipements industriels qui ne veulent pas fournir un accès facile aux données. Comment est-ce que les industriels peuvent s'y prendre pour avoir accès aux données dont ils ont besoin pour travailler ? En fait, c'est vrai, tu soulèves vraiment le point aujourd'hui de tous nos sujets de digitalisation. Mettre un système d'information, quel qu'il soit, connecté à d'autres systèmes d'information, c'est facile, c'est de l'informatique, je dirais. Avec les machines, on peut avoir un système de facilité, mais le problème, comme tu le dis, on est sur un parc qui est vieillissant au niveau de nos machines. Il ne faut pas se tromper, les industriels en France, on a quand même une automatisation qui date d'un certain temps. Tout n'a pas été renouvelé. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de connecter nos équipements pour collecter de l'information. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi ces fabricants de machines qui veulent garder main prise sur leur système et qui ne veulent surtout pas ouvrir leur machine, ou alors ils vont proposer un ensemble de choses. Donc les pistes, c'est quoi ? Pour les machines un peu plus récentes, essayer de travailler avec les fournisseurs, voir comment on peut ouvrir ces machines, comment on peut avoir des échanges au travers de bases, au travers de tables d'échange au niveau des automates. Ça, c'est la piste dès lors qu'on est sur des machines un peu récentes. Sur les machines, je dirais, plus anciennes, on va travailler sur d'autres modes. Il y a l'instrumentation qu'on va pouvoir rajouter en plus, c'est-à-dire en parallèle de la ligne de fabrication ou de l'équipement. On va pouvoir ajouter de l'IoT. On parle beaucoup d'IoT aujourd'hui qui permet de remonter de la donnée directement. Ça, c'est des pistes. Mais après, on peut aussi, et c'est ce qu'on a fait, nous, chez plusieurs clients qui voulaient mettre en place des suivis TRS. Le TRS, c'est systématiquement la problématique. On veut suivre la cadence de nos machines, on veut suivre un ensemble de choses, mais on ne peut pas communiquer avec toutes les machines. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à mettre des petits automates qui vont regrouper l'information pour plusieurs machines, et on va mettre en place ce qu'on appelle les entrées-sorties déportées, avec des capteurs qui vont venir collecter une information complémentaire, où on va venir se repiquer électriquement sur les machines. Et donc on va pouvoir proposer ces données sur un flux parallèle. Donc ça, c'est des sujets qu'on va pouvoir adresser, je dirais, un peu au cas par cas, en fonction du contexte. Donc c'est de l'audit, c'est de l'analyse, c'est de la recherche d'informations pour savoir ce qu'on peut collecter, ce qu'on peut faire. On vient de parler de la collecte de données. Une fois qu'on a toute cette donnée, comment on fait pour la structurer, la stocker, l'exploiter ? C'est quoi un peu les approches que tu préconises ? Donc là, on a la donnée dans un automate, on a la donnée dans un système, quel qu'il soit. Généralement, on va mettre en place des systèmes de collecte. Après, différentes solutions vont avoir leur propre système de collecte. Un historien peut collecter de la donnée, un MES peut collecter de la donnée, différents, mais
La problématique, c'est plutôt à quelle fréquence, à quelle vitesse et quel volume. Là, on va pouvoir stocker cette donnée, mais souvent la problématique, c'est que cette donnée, elle est propre à un système et qu'un système. Et quand on va vouloir exploiter cette donnée, malheureusement, si on n'a pas la donnée d'à côté, ça devient compliqué. Et là, c'est l'intérêt justement de cette dernière solution de data management qui, elles, vont pouvoir aller piocher l'information un peu de partout pour contextualiser cette donnée et pouvoir donner, je dirais, une autre vision de la donnée et une autre exploitation et pouvoir peut-être trouver des informations de contexte, de pourquoi j'ai fait, dans cette période, j'ai pu travailler comme ça alors que d'une autre façon, différemment. On fait le parallèle par exemple avec des clients qui, eux, fabriquaient des pastilles pour les lave-vaisselle par exemple. C'est un process de compression, c'est avec de la chimie. Le vecteur extérieur d'hygrométrie forcément joue. Donc, quand je suis en hiver, je vais avoir des paramètres de fabrication différents. Quand je suis en été, ils vont être aussi différents. Si je regarde simplement mes réglages avec la collecte de ma ligne de production, je vais avoir qu'une vision et je vais avoir mes cadences qui vont être peut-être différentes. Si je rajoute maintenant des informations météorologiques ou d'environnement, je vais pouvoir me dire, tiens, les paramètres, ils évoluent en fonction de cette période-là, et dans cette période-là, vaut mieux que j'utilise tel type de paramètre ou telle valeur de paramètre, et sur telle autre période, telle autre valeur. Et donc du coup, en termes de montée en cadence, je suis beaucoup plus rapide, et beaucoup plus réactif et j'ai moins de rebut. Mais si j'ai pas l'outil qui me permet de faire ça, je peux pas le diagnostiquer, en tout cas je peux le supposer, mais je peux pas l'affirmer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des sujets, des écueils un peu à tous les étages de la fusée, je dirais, de la digitalisation. Concrètement, comment, quand on est industriel, on s'y prend pour réussir ce projet de digitalisation? Par quelles étapes on passe? Quelle approche vous préconisez chez Groupe SPC? Les écueils qu'on voit le plus souvent, c'est l'urbanisation dont je parlais. On a un client qui va nous dire, moi je veux un MES, ou je veux un système qui... Voilà. Il pense techno. Voilà, il pense techno. Sauf que c'est pas techno, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quel est le besoin. Donc la problématique, elle est déjà de se focaliser, c'est quoi les enjeux, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire. Le deuxième point à regarder en priorité, c'est quoi ma maturité. Quand je parle de maturité, il y a deux maturités. Il y a une maturité digitale, c'est quoi mon environnement digital, quels sont les systèmes que j'ai déjà, comment je peux dialoguer avec eux, quel est mon système, on parlait de collecte de données et d'informations, il faut que je me penche aussi sur cette problématique. Ça, c'est l'aspect, je dirais, maturité digitale. Il y a aussi la maturité industrielle. C'est aujourd'hui, quelle organisation j'ai mis en place, comment je maîtrise mon process, comment je veux faire évoluer mon process dans le temps, comment évoluent aussi mes commandes, comment évolue le besoin de mes clients. Peut-être qu'avant, j'étais sur une fabrication, je dirais, sur stock, avec des forts volumes, et que là, d'un seul coup, mes clients passent avec de la personnalisation à outrance. Et donc, je vais avoir des plus petits stocks. Donc, comment je vais changer mes process de fabrication, comment je vais changer ma flexibilité et l'agilité de mes lignes de fabrication. Donc, tout ça est à prendre en compte pour, en fait, trouver quels sont les besoins importants à mettre en place. Et ensuite, par rapport à ces besoins, quelles sont les solutions auxquelles on va répondre. Et à partir de là, on pourra définir le périmètre fonctionnel de chacune des solutions, les interfaces qu'on mettra ensemble, et on pourra digitaliser progressivement et je dirais de façon pragmatique les différents process industriels. Si on va un cran plus loin, comment vous faites pour faire le lien entre la partie techno, qui reste de la techno, et la performance industrielle, de manière à ce que les industriels qui font ces projets de digitalisation puissent percevoir le retour sur investissement qu'il y a d'un tel projet? Alors, le retour sur investissement, déjà, c'est quelque chose qui est jamais bien simple à calculer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va mettre à disposition, c'est un outil. C'est pas une solution qui va faire gagner des choses. On va mettre un outil qui permet d'apporter plein de choses. Là, on a parlé de l'agilité, on a parlé des données de temps réel, mais si derrière, on n'a pas mis en place une organisation qui permet de travailler sur cette performance, qui permet justement d'améliorer mon process industriel, de le mettre sous contrôle et de suivre ces contrôles et de suivre son évolution et de trouver mettre en place toutes ces analyses, on n'a pas de retour sur investissement sur l'outil. L'outil, lui, va permettre d'aller plus vite, de donner de la donnée fiable. Mais le reste, c'est justement les industriels. Et là, on se retourne vers leur métier initial. Et c'est justement le fait de digitaliser qui vont pouvoir se focaliser sur leur métier et vraiment apporter une réelle valeur à leur métier et à leurs décisions. Donc après, le lien, nous, comment on le fait, c'est de pouvoir justement adresser à la fois
comprendre le métier de l'industriel, savoir ce qu'il veut faire, et connaître la technologie pour faire le lien entre les deux et apporter les bonnes réponses et les bons outils aux problématiques de nos industriels. En fait, tu résumes un concept qui m'est cher, de dire qu'en fait, pour avoir des résultats tangibles, c'est une combinaison à la fois de l'expertise métier, de l'industriel, de l'organisation, de la méthode, je dirais de l'animation de toute cette démarche que tu décris. Et à côté, finalement, le digital, c'est essentiellement pour alimenter la notion de mesure, d'être capable de mesurer les choses, d'analyser, de comprendre. Donc, est-ce que tu partages ce résumé-là ? Sur le dernier point, sur la mesure, oui. Ce qu'on va apporter aussi en plus, c'est d'apporter le suivi et des fonctions de gestion, des contrôles qualité qui peuvent être un peu plus importants que, par exemple, avec le papier, on n'aurait pas. On va demander de vérifier quelque chose. Est-ce que j'utilise la bonne matière ? Typiquement, là, avec un système code barre, je vais pouvoir vérifier. Le système va vérifier que j'utilise le bon lot. Et il pourra mettre un défaut, ou j'utilise le bon outil, ou j'utilise un ensemble de choses. Ce qui permet d'avoir ce qu'on appelait le poka-yoke à l'époque, d'un point de vue automatiste. Là, on va pouvoir le proposer d'autres choses. Mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est la data aujourd'hui. C'est ça qui va permettre à nos industriels d'aller au-delà de leurs outils de production, en tout cas de trouver de l'amélioration. Le reste est plutôt là pour travailler sur la qualité et en fait rassurer. Et fournir, en fait, être sûr de produire du premier coup est bon, et que les opérateurs se focalisent aussi sur leur métier et qu'ils n'aient pas à regarder ce qui se passe à côté, quoi. On est dans le lean management quelque part, hein. Je me focalise sur ce que j'ai à faire et je retire tous les mudades à côté. C'est très clair. Et si on se projette un peu dans le futur, concrètement, comment est-ce que tu vois la digitalisation changer la donne chez les industriels ? C'est quoi un peu les perspectives que tu entrevois ? En fait, tu l'as présenté juste avant, hein, c'est la donnée aujourd'hui. Les systèmes d'information tels qu'on les avait, on va voir les interfaces, on va dialoguer un peu plus vite, on aura des processus un peu plus digitalisés. Mais aujourd'hui, ce qui va permettre aux industriels de progresser, ça va être la donnée dans un premier temps. Pouvoir mettre leur process sous contrôle, de pouvoir comprendre avec cette donnée pourquoi mon processus dérive, pourquoi j'ai plus de rebut dans cette période, est-ce que c'est pertinent de changer de fournisseur de matières premières ? Mon acheteur me dit que c'est moins cher, mais est-ce que effectivement, quand je fais toute la somme des problèmes que je peux rencontrer avec cette nouvelle matière, est-ce que c'est effectivement aussi pertinent par rapport au faible gain que j'ai pu avoir au niveau de mon achat, quelque part. Donc la donnée va permettre d'apporter des éléments vraiment importants là-dessus. Maintenant, l'autre point aussi, ça va être de pouvoir travailler sur tout ce qui est lead time, parce qu'on va pouvoir voir un peu la durée de notre temps de traversée, où on a des rebuts, donc réduire ce temps-là. Nous, je vois par exemple, on travaille en grande partie dans des sujets où la réglementation est forte, notamment en pharmaceutique, où il y a des libérations de l'eau. Forcément, le temps, dès lors que le processus s'est digitalisé, dès que j'ai la donnée, je me focalise simplement sur les écarts. Et je me focalise plus sur les données. Et donc mon temps de libération, il est beaucoup plus court. Donc forcément, en libérant plus vite, je peux travailler sur mes stocks et mes niveaux de stock. J'ai plus besoin d'avoir des garanties de stock pour être sûr de libérer, parce que mon process est plus long. Plus je vais le raccourcir, plus je suis flexible et plus j'apporte un ensemble de choses. Donc ça va permettre aussi de travailler sur ce point-là. Et l'autre point qu'on va apporter, c'est les nouvelles technologies avec les jumeaux numériques, où justement on va vouloir simuler un peu comment je vais pouvoir produire de nouveaux produits, comment je vais pouvoir adapter un ensemble de choses sur ma ligne, et puis pouvoir regarder ma montée en cadence par rapport à mes historiques et mes données. Donc la donnée est toujours présente, on va pouvoir la simuler, on va pouvoir faire plein de choses, et du coup les industriels vont pouvoir être plus réactifs pour répondre, je dirais, de façon plus précise à leurs clients. Pour conclure, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet lors de cet échange. Quelles seraient tes 3 recommandations pour un industriel qui souhaiterait se digitaliser ? Alors, les 3 sujets, si on peut dire, qu'il ne faut pas négliger, on pourrait mettre en premier la technologie, je ne vais même pas en parler. Pour moi, c'est le processus industriel qui est en premier, c'est de savoir ce qu'on va faire et comment il va évoluer et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce sujet-là. Le deuxième, forcément, il va y avoir tout l'aspect, je dirais, data,
qui va permettre de regarder comment je veux améliorer mon process ou comment je vais pouvoir piloter mon process. C'est ce que je disais tout à l'heure, la donnée est de plus en plus importante, on avait des problèmes pour la collecter avant, maintenant c'est quelque chose qui devient naturel. Et le troisième point qu'il ne faudra pas négliger, c'est l'humain. Parce que en fait l'humain est au centre de tout, et si on n'accompagne pas les opérateurs, si on n'accompagne pas le middle management avec ces nouveaux outils, et ben c'est le principal risque d'échec, il est là. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je dirais que je partage complètement. D'ailleurs, je pense que c'est un point qui revient très régulièrement dans les échanges avec les personnes qu'on interviewe sur ce podcast, c'est l'importance de l'humain dans ce type de démarche et surtout à ne pas négliger pour réussir. Merci en tout cas, Jérôme, d'être venu parmi nous pour témoigner. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir accueilli. Et c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Au plaisir.